Merci Philippe, merci à l'Institut de nous avoir invités dans ces décors absolument somptueux. Donc David Cohen et moi, nous sommes deux pédopsychiatres. David est professeur de psychiatrie et dirige le service à la Salpêtrière de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Et moi je suis praticien hospitalier à l'hôpital Necker. Et tu nous as demandé, Philippe, de donner notre point de vue de psychopathologue d'enfants et d'adolescents sur la question du mensonge. Alors, on va intervenir comme ceci. On a fait une communication à deux voix. David interviendra pour commenter. D'abord, le mensonge sur le plan développemental, je ne m'étalerai pas trop parce que j'imagine que Joël Proust va aussi en parler tout à l'heure. Ensuite, sur la question du mensonge et de la psychopathologie, est-ce que le mensonge est une pathologie ou relève de la psychopathologie et dans quel cadre psychopathologique on retrouve le mensonge? Et enfin, une conclusion sur l'idée que mensonge et fiction sont peut-être un mal nécessaire. Alors, sur le plan développemental, comment peut-on étudier le mensonge chez l'enfant et quels sont les chercheurs qui ont essayé de mettre en place des paradigmes? Le paradigme, tu ne l'as pas montré dans ta vidéo, Philippe, mais effectivement, il y a un certain nombre de recherches qui proposent à des enfants, comme tu l'as dit, ou de ne pas toucher ou de ne pas regarder l'objet. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la résistance à la tentation. Et donc, un certain nombre de travaux ont montré que presque tous les enfants regardent ce qui est caché sous l'objet et plus d'un tiers, déjà à 3 ans, mentent en disant qu'ils n'ont pas regardé l'objet qui était caché. La quasi-majorité ment entre 4 et 5 ans et plus l'enfant grandit, plus il est capable de ne pas laisser échapper son mensonge. C'est-à-dire qu'après, les examinateurs essayent de lui demander par des voies détournées si vraiment, ou d'essayer de le faire se confondre. Il peut d'abord ne pas laisser échapper le mensonge, puis le rationaliser en l'expliquant et enfin feindre de ne pas du tout comprendre ce que veut son interlocuteur, grâce, on l'a dit, à sa capacité de théorie de l'esprit de premier ordre, qui lui permet de persister dans le mensonge, et ensuite à une théorie de l'esprit de second ordre qui permet de rationaliser le mensonge et de donner une explication. Et cette rationalisation est quelque chose sur lequel on va revenir, comme probablement quelque chose de spécifique à nous autres humains, c'est de raconter des histoires à propos de ce qui nous arrive, de ce qu'on pense et de ce qui se passe. Ce que Dupré, qui est l'inventeur, j'y reviendrai, du terme de mythomanie, a appelé l'impulsion narrative de l'enfant, c'est-à-dire raconter. Alors, la plupart des auteurs, dont Alvar et Lee, qui ont écrit un article princeps sur ce sujet, distinguent ce qu'ils appellent les mensonges primaires qui apparaissent vers 2-3 ans, où les enfants sont capables de faire des déclarations délibérément fausses, en cachant à autrui leur intention, mais sans forcément prendre en compte l'état mental de celui qui écoute. On a dit qu'à ce moment-là, effectivement, l'enfant n'avait pas encore construit sa théorie de l'esprit. Et la question est de savoir est-ce que c'est un vrai mensonge, un accomplissement des désirs ou quelque chose qui est pris dans le jeu. Plus tard, vers 4 ans, on leur dit les enfants mentent en comprenant que leur interlocuteur ne connaît pas la vérité et que l'interlocuteur peut être donc la proie de croyances fausses. Et ils comprennent surtout cette valeur antisociale des mensonges. Je ne reviens pas sur la théorie de l'esprit qui permet à l'enfant de commencer à construire ça. Et puis on distingue ce qu'on appelle les mensonges tertiaires qui apparaissent justement à cet âge clé de 7-8 ans, où les enfants deviennent de plus en plus capables de dissimuler et persévérer dans cette rationalisation. Donc c'est 3 stades dans le mensonge de l'enfant. Mais pour qu'un enfant puisse comprendre sur le mode adulte, c'est-à-dire qu'est-ce que l'adulte pense que c'est qu'un mensonge et qu'est-ce que c'est la vérité, il faut que l'enfant ait acquis un certain nombre de compétences, on l'a vu tout à l'heure, des codes sociaux, donc de l'intériorisation des interdits, la notion de propriété et la négation. Et la question du va-et-vient entre un processus cognitivement conscient et de motions plus inconscientes qui le poussent à faire le mensonge, et dans une interaction permanente entre ces deux niveaux. C'est encore un niveau qu'on n'a pas évoqué, la question du conscient-non conscient, ou de l'inconscient au sens freudien, c'est-à-dire de ce qui a été représenté mais refoulé car non acceptable dans le psychisme du patient ou de la personne. On distingue aussi 3 sortes de mensonges en termes, on va dire, motivationnels. Pourquoi l'enfant mentirait? Il y a le mensonge antisocial, qui est une tentative délibérée de tromper quelqu'un pour éviter quelque chose de désagréable, un blâme, une obligation,
d'obtenir une récompense ou encore de lui faire du mal. Ça, c'est donc la catégorie antisociale. Le mensonge défensif est plutôt lié au désir de se protéger d'une atteinte ou à sa sécurité ou à sa valeur comme personne, et c'est souvent quelque chose d'inconscient. Par exemple, un enfant qui, pour éviter de se faire rejeter, d'avoir de mauvais traitements, quand il a une relation d'attachement déficiente, peut, pour se protéger de ses conséquences, ne pas dire la vérité et mentir. Et enfin, une troisième catégorie de mensonge, ce qu'on appelle le mensonge prosocial ou le mensonge blanc, est motivé par des impératifs sociaux dits positifs: éviter les sentiments blessants aux autres, surtout, divertir ou aider quelqu'un. Le prototype, c'est le film La vie est belle, où ce père qui va en camp de concentration avec son enfant raconte toute une histoire par rapport à l'endroit où ils sont. Donc ce mensonge, comme s'il y aurait finalement, comme s'il y avait des mensonges positifs, des mensonges négatifs et des mensonges de protection. Considérer la question du mensonge chez l'enfant oblige évidemment, indépendamment de ce qui serait auto-centré, à considérer l'environnement comme une dimension facilitatrice ou qui aiderait à produire ce mensonge, ou en tout cas à la construction. Dans quel environnement l'enfant grandit? A-t-il une famille défaillante, rigide, qui favorise la finalité ou le conformisme? Dans quel contexte culturel se trouve-t-il? On l'a vu qu'en Chine, probablement les choses ne sont pas pareilles, j'y reviendrai. Est-ce que c'est un environnement qui valorise la compétition versus l'altruisme? Quelles sont les contraintes, notamment religieuses, morales? Est-ce que l'enfant présente un développement harmonieux en termes à la fois d'expériences signifiantes, au contraire d'expériences potentiellement traumatisantes et d'identification, et surtout la manière dont l'enfant va connaître ou pas des adversités précoces et leurs conséquences va être fondamentale en termes d'estime de soi et de narcissisme, est-ce un enfant qui a confiance en lui ou pas, en termes de sécurité intérieure ou d'attachement insécure. Je vous rappelle que le paradigme de l'attachement signifie que l'enfant a en place un système biologique et social qui lui permet de faire face à des situations potentiellement stressantes, c'est-à-dire en général la séparation, et qui se construit des patterns qui sont assez stables tout au long de sa vie. Donc a-t-il une sécurité intérieure ou n'en a-t-il pas parce que son environnement n'était pas favorisant? Est-ce qu'il investit le monde des adultes comme déloyal ou au contraire comme soutenant et promouvant des valeurs positives? Et puis, a-t-il un sentiment d'injustice subie? Autant d'éléments, vous le voyez, qui complexifient la question du mensonge. Il y a eu des études qui ont essayé de regarder quelles étaient les histoires qu'on pouvait raconter aux enfants dans les contes qui pouvaient promouvoir ou au contraire diminuer la propension du mensonge chez l'enfant. Donc ils ont comparé des histoires comme celle de Pinocchio ou de Pierre et le loup. Si tu mens, ton nez va grandir. Si tu racontes des mensonges, le loup va venir te manger parce qu'on ne viendra pas te protéger. Et au fond, ce genre d'histoire, avec des paradigmes que je ne détaille pas, ne favorise pas l'honnêteté chez les enfants de 7 ans. Par contre, ils ont essayé d'autres histoires, telles l'histoire de George Washington and the Cherry Tree, où George Washington raconte que quand il était petit, il a abîmé le cerisier qui était au fond du jardin et qu'il l'a dit à son père. Il s'est demandé si elle allait mentir ou pas, et son père lui a dit: peu importe pour le cerisier, l'important c'est que tu m'aies dit la vérité. Ce type d'histoire qui favorise de dire la vérité semble beaucoup plus favorisant pour les enfants pour promouvoir l'honnêteté, parce qu'elle ne se focalise pas sur les aspects négatifs de l'histoire mais sur les aspects positifs. Donc dire à l'enfant si, alors négatif, n'aide pas du tout à ne pas produire les mensonges. Les études transculturelles ont essayé de regarder si on ment plus dans les sociétés collectivistes. Je pense au film de ton petit enfant qui est filmé en Chine. Les résultats ici sont contradictoires, c'est-à-dire est-ce qu'en gros ces sociétés collectivistes favorisent ou au contraire empêchent ou diminuent la propension au mensonge? Les enfants en Chine trouveraient plus acceptable de mentir en faveur d'un groupe que les enfants de sociétés individualistes comme aux USA. Mais ceci est remis en cause parce que l'idée, c'est qu'ils ne se focaliseraient pas forcément sur les besoins d'un groupe,
mais peut-être plutôt sur les conséquences de ce qui se passe si on ment en faveur d'un groupe. Donc là-dessus, les études ne sont pas toutes d'accord. Un bref résumé sur la question du mensonge chez l'enfant, on va dire normal, au fonctionnement normal. Maintenant, je vais m'intéresser un petit peu plus au mensonge en psychopathologie. Est-ce que le mensonge fait partie du vocabulaire d'un psychopathologue? Depuis quand a-t-il été intégré dans nos paradigmes et nos classifications nosographiques? Au XIXe siècle, on parle d'allégations mensongères et d'exubérance imaginative qui sont signalées dans plusieurs formes d'aliénation mentale au sens de maladie psychiatrique. La monomanie intellectuelle, qui se focalise sur un sujet on va dire d'allégations mensongères, les folies héréditaires, la mégalomanie, les délires de grandeur qui se focalisent sur une prévalence des thèmes de filiation, fils de Louis XIV, et la folie hystérique qui va être pendant un moment le prototype de l'allégation mensongère, c'est-à-dire la création ou l'allégation de maladies ou de symptômes qui n'ont pas de substratum neurologique. Et il y a eu beaucoup de mystificateurs célèbres dans l'histoire, des fausses Jeanne d'Arc, des faux Louis XIV, etc. C'est Ernest Dupré, en 1905, qui va créer le mot de mythomanie en distinguant trois formes. La tendance, alors il l'a définie par une tendance constitutionnelle de certains sujets à altérer la vérité, mentir et imaginer des histoires. Donc vous voyez déjà que dans ces trois notions, on le verra plus tard, ça ne relève pas du tout du même mécanisme ni de la même organisation psychopathologique. Altérer la vérité, mentir, imaginer des histoires et imiter des états organiques anormaux, puisqu'il désignait sous ce vocable les conversions hystériques. Il en distingue trois formes. La forme vaniteuse, la hâblerie fantastique, l'auto-accusation criminaire, la simulation de maladie. La maligne, avec mystification et hétéro-accusation calomnieuse. Et enfin, la perverse, qui caractérise les escrocs, les séducteurs d'habitude et les mythomanes errants. Vous voyez un vocabulaire très daté du XIXe siècle. Puis il distingue en 1910 ce qu'il appelle les délires d'imagination, l'autosuggestion, la fabulation, ou les délires aigus, souvent qui sont des symptômes de maladies, de troubles mentaux organiques. Et puis en 1919, il distingue ce qu'il appelle les déséquilibres constitutionnels héréditaires, ce qui sera le substratum de l'hystérie, mais cette classification-là sera d'abord reprise par Heuer, puis beaucoup critiquée par les aliénistes et les psychiatres qui suivront, notamment l'école de Charcot et Janet, par le courant phénoménologique et par les adeptes de la notion de structure, dont Henri Hay, qui distinguera l'hystérie non pas comme un déséquilibre constitutionnel héréditaire, mais bien un état à un moment donné de l'effet soit d'une constitution, ce qui a été repris par Janet puis critiqué, soit d'une organisation défensive par rapport à un certain nombre, notamment de traumatismes. Créplin distingue en 1913 les paraphrénies confabulantes et fantastiques qui sont rapprochées des délires d'imagination. En gros, on a ce qui relève plutôt de l'ordre des délires, hein, et puis Delay et Guiraud vont différencier la fabulation de la mythomanie. Le terme va disparaître des classifications à partir du DSM-3. Vous savez qu'il y a eu des diagnostics nosographiques en psychiatrie qui ont essayé de classifier les maladies. Ce DSM-3 en 1980 éclate la notion de mensonge entre ce qu'on appelle les troubles délirants, surtout à type de grandeur, les troubles factices. Les troubles factices sont des allégations de troubles qui n'existent pas, comme dans ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen, c'est-à-dire des allégations de maladies en général de manière consciente ou préconsciente, avec des actions pour provoquer un certain nombre de signes, soit c'est le Munchausen chez le sujet lui-même ou par procuration d'un parent avec son enfant. Et puis enfin, le mensonge qui s'intègre plus dans les troubles de la personnalité et qui n'est pas en soi une catégorie nosographique, mais plutôt des éléments symptomatiques que l'on retrouve chez les personnalités antisociales, narcissiques et borderline. Et donc, dans cette catégorie, on insiste beaucoup sur la différence entre le mensonge pathologique et les troubles délirants.
le syndrome de Ganser, qui fait partie des troubles dont tu parleras un petit peu, qui sont le syndrome de Cotard et le syndrome de Ganser, c'est ce qu'on trouve dans le Cotard. Hein? D'accord. Et j'ai soudain un doute. Et la confabulation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans certaines maladies comme le syndrome de Korsakoff, la presbyophrénie, c'est-à-dire des confabulations d'origine organique, comme l'a souligné Alain Berthoz, en raison de la dissociation entre les structures du cerveau qui traitent de la zone émotionnelle et de la zone de la mémoire. Les liens avec la personnalité histrionique restent par ailleurs controversés. Dans le syndrome de Ganser, excusez-moi, c'est les formes... il me semble que c'est les formes plurisymptomatiques d'un certain nombre de conversions dites hystériques. Donc les liens avec la personnalité histrionique restent par ailleurs controversés. Est-ce que dans ce qu'on appelle la conversion, il s'agit d'un mensonge ou d'une production factice ou d'une production inconsciente qui relève d'une volonté délibérée de mentir ou d'une organisation psychique qui fait que le sujet ne peut faire autrement que de produire un symptôme qu'il ne contrôle pas. Pour ce qui est de l'enfant et de l'adolescent, selon le DSM, le mensonge fait partie des critères du trouble de la conduite. Et donc vous voyez que ça n'est pas en soi une entité nosographique, mais il s'associe à 4 catégories de comportements antisociaux. Donc le mensonge chez l'enfant fait partie des comportements antisociaux. Agression envers les humains ou les animaux, destruction du bien d'autrui, tromperie ou vol et violation sérieuse des règles. Ce mensonge, dans la définition peut-être intra- ou extra-familiale, et lorsqu'il est associé à une combinaison de comportements agressifs ou de conflits avec l'autorité, à ce moment-là, un certain nombre d'auteurs, dans des organisations plus autoprédictives, disent que ça fait partie d'un risque de délinquance ultérieure. Donc vous voyez, la nature et la place du mensonge en nosographie psychiatrique est quelque chose qui a beaucoup bougé et qui est loin d'être réglé. En soi, le mensonge ne fait quand même pas partie de la nosographie psychiatrique. Alors, une question. Existe-t-il des gens qui ne savent pas mentir? Alors, on a dit 2 fois par jour, on ne trouve pas de gens qui ne savent pas mentir, excepté dans une organisation symptomatique qui est l'autisme. Vous savez que les autistes, il y a eu plusieurs théorisations autour du trouble princeps dans l'autisme, déficit de cohérence centrale, déficit de théorie de l'esprit, déficit de la difficulté sur le plan perceptif à organiser ses perceptions et notamment dans les cognitions sociales. Un certain nombre... les autistes ne savent pas mentir. Un parent d'une fratrie de 4 me disait qu'il avait, avec son enfant autiste, le FBI de la famille qui signalait immédiatement dès qu'un enfant avait fait quelque chose d'interdit. Ou ce patient autiste Asperger qui était champion de tir à l'arc et qui vendait des arcs dans un magasin, il s'était fait virer assez rapidement parce que quand il conseillait les clients, il disait n'achetez surtout pas ces arcs, ils sont de très mauvaise qualité, vous les trouverez dans une autre boutique. Et reprenez toujours ces enseignants pour leur dire ce que vous avez dit, monsieur, c'est pas juste, c'est pas tout à fait exact. Quand on fait des thérapies avec des personnes autistes, on ne peut pas reformuler ce qu'ils disent, ce que fait un psychanalyste. En somme, vous me dites que, eh bien non, parce que notre réinterprétation de ce qu'ils ont dit n'est jamais exactement ce qu'ils ont dit, et à ce moment-là, eux le vivent comme quelque chose d'un décalage et d'un dévoiement de ce qu'ils ont dit. Alors, on pourrait penser que ne pas savoir mentir pourrait être comme une chance. C'est au fond un très grand handicap social, ça crée des très grosses difficultés sociales. Une de mes patientes à qui on essayait d'expliquer qu'elle était en décalage dans sa perception de l'autre et que les autres ne comprenaient pas forcément ce qu'elle disait, elle-même ne comprenait pas forcément les implicites sociaux, allait systématiquement voir ses camarades en leur disant « Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ? Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ?» Et devenait harcelante dans la vérification de ce qu'elle savait du décalage dans la communication entre elle et ses congénères. Ne pas savoir mentir est un problème très grave. Cette jeune patiente dans la fratrie de 4 est constamment harcelée par ses frères et sœurs qui ne lui confient plus rien du tout. Donc, chez les personnes autistes, il est vrai que le mensonge n'est pas possible et que c'est un handicap social. Venons-en un petit peu à la mythomanie, ce qui est en général quelque chose qui intéresse beaucoup, excite beaucoup les gens. Je ne suis pas une spécialiste de la mythomanie, j'ai eu l'occasion d'en croiser dans les syndromes de Munchausen, qui peuvent par extension faire partie des mythomanes.
Tisseron dit que si on veut comprendre quelque chose au mythomane, il ne faut pas s'arrêter à la structure de personnalité, au fonctionnement, mais au but et aux intentions des mensonges qui sont à prendre en compte, et relève différentes intentions. La première, c'est inventer une nouvelle vie par regret. C'est le prototype, c'est Jean-Claude Roman qui a été narré dans la question de l'adversaire, cet homme qui fait croire à toute sa famille, qu'il est un médecin qui travaille à Genève, hein, et qui, quand son imposture ou son mensonge est découvert, tue sa famille et essaye de se tuer lui-même. Deuxième motivation, faire revivre un mort et réinventer une histoire, une existence à propos du fait que cette personne ne soit pas morte. Et la troisième, séduire l'autre et exister à ses yeux avec 3 procédés: se montrer sous son plus beau jour, simuler une maladie dans l'intention de susciter l'empathie. J'ai une patiente qui fait régulièrement ça. Elle a une épilepsie et des troubles cognitifs importants, mais elle en rajoute. Elle a raconté à ses camarades qu'elle était atteinte d'une tumeur au cerveau pour susciter une forme d'empathie et induire une relation aux autres qu'elle a beaucoup de difficultés à obtenir de manière usuelle. Et puis se poser en victime. Vous vous souvenez tous de cette jeune femme, Marie Leblanc, qui en 2004 s'est dite victime d'agression avec son bébé, d'une agression antisémite dans le RERD. Il s'est avéré qu'elle avait complètement monté cette allégation. Est-ce qu'il s'agit d'un mode de défense contre des angoisses d'abandon, une faiblesse narcissique, un manque de reconnaissance par autrui, ou d'une constitution pathologique? Là-dessus, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. Mais le fonctionnement semble plutôt relié, et celui-ci, le mythomane a besoin d'un public pour se persuader de la réalité du monde qu'il se crée. Il ne peut exister que par la validation par l'autre du mensonge qu'il raconte. Et si on ne valide pas son mensonge, si on ne rentre pas dedans, il y a quelque chose qui se dégonfle. Le mythomane vit pleinement son travail d'invention, il est conscient, mais il est pris dans une forme de compulsion à raconter cette histoire qu'il ne peut pas arrêter. Il mêle réalité et fiction, ce qui rend d'autant plus difficile la distinction entre la réalité et la fiction. Il cherche à modifier le monde réel par la croyance d'autrui qui est nécessaire comme un feedback à sa construction mythomane. Michel Néraud comparait les mythomanes à des joueurs de poker qui abattraient des cartes dont ils ne connaîtraient pas forcément le jeu, et la seule chose qui pourrait l'arrêter, c'est de lui dire « Eh bien, je veux voir ton jeu ». Et tant qu'on ne lui demande pas de voir son jeu, il continue dans la mythomanie. Et ça rend difficile le traitement par les thérapies cognitives ou comportementales ou même en psychanalyse. L'écoute libre ne sert à rien, ça veut dire qu'on rentre dans le jeu et la construction mythomaniaque, ni l'argumentation, lui dire mais non, ce que vous me racontez, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Il semble qu'il n'y ait que la mise en face de ces mensonges, dévoile tes cartes, qui lui permettent dans l'acte d'avoir une forme de reconnaissance directe par rapport à ces actes. Et donc ça rend cette prise en charge extrêmement compliquée, d'autant plus que les mythomanes ne sont jamais demandeurs d'aide. Enfin, dernier point, mensonge et fiction, un mal nécessaire. Je voudrais m'arrêter là sur quelque chose qui nous caractérise de manière spécifique comme animal. L'humain est quand même celui qui a à sa disposition un langage et raconte des histoires, et cette propension fictionnelle semble bien être quelque chose qui nous caractérise de manière bien plus spécifique que les poissons ou les autres espèces, les gorilles. Lionel Nakache, qui est neurologue à la Salpêtrière, propose que la fiction est un objet mental non objectif dont il importe peu qu'il soit vrai ou faux, une forme de matériel de croyance qui va donner matière à décision et comportement. La fiction est quelque chose qui marque la réalité objective puisqu'elle imprègne nos actes. De l'histoire qu'on va se raconter, on va construire des actes de la vie. Et les scénarios explicatifs sont plus forts que tout discours raisonné. Nous sommes comme ça à propos d'un certain nombre de perceptions, de fonctionnements sociaux, d'actes. Nous allons tout le temps raconter des histoires. Nous sommes dans cette espèce de pulsion ou de propension, comme le disait Dupré, à construire de la fiction ou rationalisante ou simplement fictionnalisante. Nous allons indéfiniment construire des pensées, des représentations, des scénarios intérieurs dont l'organisation va dépendre à la fois de notre câblage neuronal, et on l'a vu tout à l'heure, qu'on a un appareil qui nous permet à penser, mais il faut inhiber un certain nombre d'actes et de pensées pour pouvoir en construire d'autres.
Et en même temps, nos expériences premières vont être absolument fondamentales dans la manière dont nous allons construire ces fictions. Et j'entends par expérience première celles notamment que nous avons eues quand nous étions tout petits bébés, et ces expériences qui étaient vécues sur un mode sensoriel et qui n'ont pas été, par un processus de secondarisation, transformées déjà en pensée et en représentation. Donc nous avons nos pensées conscientes, nos pensées inconscientes que nous avons refoulées en raison de leur caractère très spécifique, et ces traces perceptives, sensorielles qui n'ont pas été transformées, mais qui restent toujours actives chez nous, soit sous forme de souvenirs perceptifs, soit sous forme effractante quand ces premières expériences ont été traumatisantes. La Madeleine de Proust fait partie de ces expériences sensorielles qui sont réactivées sous forme non pas métaphorique, mais métonymique quasiment à l'identique. Donc quand on a eu une mère suffisamment bonne qui nous a permis de transformer ces expériences, elles ont été transformées en pensée, en représentation, mais parfois elles restent vivaces et sont plus difficiles à transformer. Nos sciences nous trompent en permanence, Alain Berthoz nous l'a dit, ils nous trompent dans les caractéristiques cognitives de ce que nous percevons, mais ils nous trompent aussi dans la valence interprétative que nous leur donnons. Qui voit la jeune femme ici, dans cette image ? Qui voit la vieille femme? Qui n'est pas capable de voir les deux? Votre interprétation de qui voit la jeune et qui voit la vieille, je vous laisse l'interprétation personnelle de savoir pourquoi, mais vous voyez bien que d'une même image, vous pouvez, non pas dans la hauteur ou la grandeur, mais avoir une interprétation différente de ce que vos sens vous permettent de concevoir. Dans la perception, on a trois composantes principales. Le stimulus dans l'environnement physique, donc une lumière, un bruit, un son, des perceptions intérieures, que par des processus sensoriels, vos organes des sens vont transformer en sensations. C'est un processus physiologique. Ensuite, vous allez transformer ces sensations en perceptions, par sélection attentionnelle de tel ou tel indice, par répétition et organisation par pattern et par interprétation dans laquelle les biais d'expérience et de mémoire, on l'a vu, vont transformer votre interprétation, notamment cognitive, vous allez plutôt repérer tel stimulus et vous allez plutôt le transformer dans telle forme perceptive. Et là, vous avez un processus interprétatif plus purement psychique, pas cognitif, enfin aussi cognitif, mais aussi qui dépend de vos fantasmes et de votre imagination. Et à partir de là, un comportement va s'organiser qui, en boucle, va pouvoir ou pérenniser ou activer la recherche de telles sensations. Donc, vous voyez que beaucoup d'intermédiaires peuvent intervenir depuis le stimulus jusqu'à ce que vous en faites dans votre comportement. Les patients qui ont des troubles perceptifs ou des troubles cognitifs sont des paradigmes assez intéressants d'étude de cette propension fictionnelle. On a parlé du syndrome de Capgras ou illusion des sosies, ce qui est un trouble de la reconnaissance de la familiarité des visages par atteinte neurologique. Alors, le patient ne reconnaît pas, mais il va construire une fiction. C'est cette femme, un jour, qui appelle la police en pleine nuit. Elle a un syndrome de Capgras en disant « À l'aube, la police, il y a un homme dans mon lit. » Cet homme, effectivement, c'est son mari qu'elle a depuis 40 ans. Mais la fiction qu'elle a construite, c'est que quelqu'un s'est introduit dans son lit en pleine nuit, elle va appeler la police. Deuxième exemple assez intéressant, c'est le syndrome de l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, Catherine Morin, qui est médecin de rééducation, l'a bien analysé, et notamment quand il survient chez des femmes, elles ont donc une atteinte de l'hémisphère droit, elles ont une hémiplégie gauche, et donc elles ne peuvent pas percevoir consciemment que leur bras gauche est atteint, ce qu'on appelle une héminégligence. Et par contre, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette main gauche. Donc, elles ont des inférences non verbales, puisqu'elles ont des perceptions bizarres du corps qui intervient par l'hémisphère droit, et elles racontent une fiction, et Catherine Morin a écrit un très bel article sur ce qu'elles appellent les femmes qui ont un enfant dans le bras. Et elles parlent à leurs mains comme si c'était un de leurs enfants, mon petit bébé, et elles ont une attitude de protection de cet enfant. Donc on voit bien qu'à la fois il y a méconnaissance du trouble, mais qu'en même temps, une propension fictionnelle à raconter une histoire qui a toujours à voir avec l'histoire de ces femmes qui ont ou pas eu un enfant, et cette reconstruction, on va la dire, je sais pas, confabulante, est de manière très claire imbibée
des expériences de cette femme, donc de cette espèce de proportion à raconter des histoires. De même manière, le syndrome de déconnexion hémisphérique qui fait que vous ne pouvez pas avoir de communication entre votre cerveau droit et le cerveau gauche. Et donc, il y a des expériences connues de Guazzaniga qui projette dans un hémichamp gauche un ordre « levez-vous » qui arrive à l'hémisphère droit. Mais l'hémisphère gauche étant déconnecté, il ne peut pas lire cette information. Mais à ce moment-là, le patient se lève et quand on lui demande « pourquoi vous levez-vous ?», il raconte une histoire. Je me lève parce que j'ai envie d'aller faire pipi, je me lève parce que j'ai soif. C'est-à-dire que d'un ordre perçu de manière non consciente au plan cognitif, le sujet va le transformer, raconter une fiction autour de ce qu'il a perçu de manière non consciente. Catherine Morin appelait cette construction des chimères qui sont des objets qui n'existent ni dans la réalité, mais qui existent quand même, et ni vraiment dans le psychisme. Je travaille beaucoup avec des patients qui ont des agnosies visuelles, c'est-à-dire, pour des raisons aussi neurobiologiques, une impossibilité de construire une représentation cohérente de ce qu'ils perçoivent, soit sur le plan souvent visuel, et les troubles neurovisuels sont souvent accompagnés de difficultés importantes de perception de l'environnement. Et ces patients ne reconnaissent pas les objets. Un objet orange et rond et de cette taille-là, c'est une orange par inférence sémantique, parce que quand c'est orange et de cette taille-là et rond, ça doit être une orange. Et ils ont des symptômes qui sont très particuliers, qui sont un espèce de va-et-vient entre le trait général de la sémantisation qui donne un discours assez plaqué et le trait particulier d'une perception phénoménologique qui est tout à fait étrange et non congruente à celle de la perception d'autrui. Ils naviguent dans un espèce de monde perceptif dont ils n'arrivent pas à construire une cohérence et racontent des histoires. Ma patiente s'était raconté des histoires d'héroïnes, hein, comme une espèce de double fictionnel qui très longtemps l'a fait considérer comme une jeune psychotique qu'elle n'était pas. Elle avait juste une perception et une organisation phénoménologique qu'elle n'arrivait pas à rendre congruente à ce que les normotypiques perçoivent. De la même manière, chez le schizophrène, on a relié la production délirante à ce qu'on appelle le défaut d'agentivité, comme si c'était le schizophrène n'arrivait pas à attribuer ce qu'on a généralement comme pensée intérieure, un espèce de langage interne, comme venant de lui-même et venant d'autrui, et étant donc perçu comme extérieur à lui-même et vécu comme un phénomène hallucinatoire. Et lorsque l'on s'arrête à regarder un petit peu la valence signifiante des productions dites délirantes chez les schizophrènes, on s'aperçoit qu'assez souvent, presque toujours, on peut les relier à des éléments biographiques du patient. Et c'est d'ailleurs ce que tu as retrouvé dans le syndrome de Cotard. Hein. Je te laisse dire 2 mots là-dessus. Comme vous l'avez vu, donc, il n'y a pas de vérité perceptive et il n'y a même peut-être pas de vérité du tout. Ceci n'est pas une pipe. Hein. Nos sens ne cessent de reconstruire les objets de la réalité. Cette salle n'existe pas, le lustre n'existe pas, ce micro n'existe pas. Nos perceptions, notre appareil neuronal décompose et recompose souvent tout le temps la captation de la réalité. Et alors, y a-t-il à ce moment-là une marge entre réalité, fiction et mensonge qui est très ténue? On l'a vu, on reconstruit ou on construit son futur en fonction de la manière dont on a construit nos souvenirs. Existe-t-il une vérité narrative? On est des êtres qui avons une propension à retrouver toujours du pareil dans une infinie capacité à fabriquer du différent. Ansermet et Magistretti nous le rappellent, on a un appareil neuronal qui nous permet une recombinaison infinie de connexion, de souvenirs, d'organisation. Donc on est appareillé pour aller vers un niveau maximal de nouveauté, de complexité, d'enrichissement. Et en même temps, on est des êtres très névrotiques qui revenons constamment à nos expériences premières, à nos perceptions premières, à nos organisations en pattern, à ce qui est le familier, à ce que nous avons vécu. Donc on est constamment en oscillation entre ce qui est aller chercher du pas pareil, mais pas trop de pas pareil et à revenir à du pareil. Et c'est cette dialectique entre pareil et pas pareil qui serait probablement notre moteur fictionnel. Retranscrire nos expériences premières intimement personnelles en une infinité de recombinaisons de nos obsessions, nos fantasmes, et d'arriver à faire ce va-et-vient suffisamment pas pareil pour être créatif, suffisamment pareil pour être construit, organisé comme pattern. Et évidemment, cette combinaison et à ses limites qui dépendent à la fois de l'environnement et de la capacité du sujet à saisir cette offre. Un dernier point,
inversé, est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus finalement que eux mentent aux autres? Je vous en touche un mot parce que le complexe de l'imposture a été retracé par Pauline Rose Clance. Il y a des personnes qui sont convaincues que leur réussite n'est due qu'à un concours de circonstances, à leur travail acharné, à des relations, mais jamais à leurs compétences et à leur intelligence. Ça nous est tous arrivé dans des moments de douter de là où on était, de se demander si on n'était pas en position d'imposteur. Sommes-nous aujourd'hui en situation d'imposture? Et ces personnes sont persuadées qu'elles trompent leur monde et ne méritent pas ce succès, qu'elles vivent dans la crainte qu'on découvre la réalité derrière la réussite, et par compulsion s'efforcent de créer des situations qui vont confirmer le doute et les inquiétudes. Et quand elles sont gagnantes et que la réalité montre le contraire, elles souffrent de ce qu'on appelle le complexe d'imposture. Donc vous voyez, nous sommes aussi des êtres à pouvoir nous créer une autofiction de mensonges, à nous mentir sur notre capacité de mensonge. Pour conclure, est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre ce qui différencie chez l'enfant le menteur, le malade, le mythomane ou l'artiste? Qui raconte quoi à qui? Est-ce que la réalité, entre guillemets, existe ou comment elle est reconstruite? Et quelle est l'intentionnalité, si on peut parler d'intentionnalité? L'enfant se raconte des histoires à partir d'une réalité qui est au fond une construction imaginaire à partir de la réalité. Son intentionnalité est égocentrée, pour reprendre ce que proposait Alain Berthoz. Le menteur me raconte des histoires à partir d'une réalité qu'il connaît, et son but, c'est de la dissimulation transitoire. C'est une proposition. Hein. L'imposteur ou le mythomane me raconte aussi des histoires en mélangeant réalité et mensonge. Le but, c'est de tromper l'autre, mais au fond pour se tromper soi-même, vérifier chez l'autre qu'il s'est trompé soi-même. Le fou et le malade se racontent des histoires, mais il interprète la réalité externe et comme une dimension subie pour laquelle il n'a pas le choix, il n'a pas de véritable intentionnalité de se tromper. Enfin, peut-on proposer qu'un artiste est quelqu'un qui raconte tout simplement des histoires dans une dimension non pas de réalité mais de construction fictionnelle et dont l'intentionnalité est le partage et la création? Et si j'ajoute les propositions que nous a faites Alain Berthoz en dimension d'égo ou d'allocentration, l'enfant est d'abord égo puis allocentré, le menteur va de l'égo vers l'autre. L'imposteur, c'est un halo au service de son ego, il va chercher les autres, ce qui va le servir lui-même. Le fou et le malade est totalement égocentré, et l'artiste est celui qui sait faire ce va-et-vient souple et créatif entre l'ego et l'allocentration. On verra tout à l'heure si ça confirme nos hypothèses. Je vous remercie.